Alors, j'ai parmi mes auditeurs ou mes viewers, pour utiliser un anglicisme un peu terrible, beaucoup de personnes qui vivent en Afrique. Alors, sûrement déjà parce que moi j'y vis depuis de nombreuses années, donc peut-être que les systèmes que je crée ressemblent et ont les caractéristiques qui intéressent le plus les gens qui vivent dans la même région que vous, ou tout simplement aussi peut-être que l'algorithme YouTube aide beaucoup là-dessus. Et résultat, eh ben, j'ai beaucoup de questions qui viennent de personnes vivant en Afrique et d'Africains principalement. Et notamment une qui revient souvent, à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est quel système conseillerais-tu d'utiliser en Afrique pour de l'aquaponie, de la bioponie, de la sabloponie, voilà, qu'est-ce qui te semble être le plus opportun et le plus pratique à ton avis? Alors moi dans cette vidéo, je vais me spécifier à une zone que je connais bien, qui est l'Afrique, et principalement l'Afrique tropicale, parce que c'est là où j'ai monté des systèmes aquaponiques. Et en fait, je pourrais m'attarder uniquement sur le climat. On pourrait se dire, bon, l'Afrique tropicale, c'est un climat tropical, donc ça peut être reproductible, je ne sais pas, en Asie, en Amérique du Sud, où il y a aussi des climats tropicaux. Mais je vais m'attarder sur l'Afrique spécifiquement parce que je pense qu'il y a d'autres spécificités particulières à l'Afrique, autres que le climat, qui font que des systèmes aquaponiques vont marcher dans ce coin-là, et pas forcément, peut-être aussi, hein, mais dans d'autres coins du monde que pour le coup je ne connais pas, donc je m'exprime pas trop là-dessus. Alors déjà, je préciserai qu'en Afrique, effectivement, en tout cas dans la zone où je suis, il y a un climat tropical. Donc si vous voulez monter un système aquaponique en zone tropicale, il est important à la fois de choisir des poissons qui soient des poissons adaptés, donc des poissons tropicaux, hein, c'est principalement des tilapias et des clarias. Mais ça, généralement, les gens connaissent assez bien, surtout qu'il y a le secteur de la pisciculture est un secteur qui se développe énormément en Afrique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus d'Africains qui commencent à s'intéresser à l'aquaponie, parce qu'ils entrent dans l'aquaponie à travers la pisciculture. Tout simplement parce qu'on est dans une région du monde où l'accès aux protéines animales n'est pas toujours évident, à la viande, et les productions locales sont assez faibles dans beaucoup de pays. Donc ils subissent énormément d'importations de poulets, de poissons qui sont souvent de pas très très bonne qualité. Et voilà, et donc beaucoup de gouvernements, de programmes poussent le développement de la pisciculture. Et effectivement, il y a des business intéressants à faire là-dedans. Et beaucoup de gens, à raison, se lancent dans ce type de business d'aquaculture et possiblement d'aquaponie derrière. D'autant plus que pour le poisson, beaucoup avant étaient consommés au bord de la mer issue de la pêche, et il y a des chutes de population de poissons sur pas mal de côtes africaines à cause de notamment surpêche de certains gros chalutiers qui viennent souvent d'Asie. Voilà. Dans le climat, je rajouterais aussi pour les plantes, parce que l'aquaponie, c'est à la fois de la pisciculture, mais c'est aussi du maraîchage. Et pour le maraîchage, il y a un aspect vraiment très complexe, c'est que les climats tropicaux, c'est des climats très humides. Alors, pour faire très simple, en Afrique tropicale, vous avez plusieurs saisons. Généralement, il y a une grosse saison des pluies, une grosse saison sèche, et puis c'est intercalé avec petite saison sèche et grande saison sèche. Vraiment pour faire très simple, selon la latitude, les saisons des pluies vont être plus ou moins longues, etc. Mais on va partir sur cette idée pour que vous compreniez, en tout cas ceux qui n'y vivent pas comprennent un peu ça. Et ce qui fait que les climats très humides, il y a énormément de ravageurs en fait. Alors ça peut être beaucoup d'insectes, il y a énormément de champignons aussi. Comme il y a des forts taux d'humidité, ça va vraiment pousser à une vie très prolifique partout, ce qui est plutôt une bonne chose dans certains cas pour les systèmes aquaponiques. Je pense notamment au développement des bactéries dans les systèmes, ça c'est très chouette. Mais par contre, pour les cultures, c'est très très dur, c'est assez infernal. Moi j'ai régulièrement des rangées entières qui sont explosées, mangées, détruites par des champignons, par des insectes, par je sais pas trop quoi. Et en gros, si on charge pas, si on ne traite pas, c'est très compliqué de maintenir des cultures très longtemps. Et sans maladie, sans problématique. Donc ça, c'est vraiment un aspect. Souvent, on a peut-être une tendance depuis l'Occident à voir l'Afrique comme une zone où il y a du soleil, il y a de l'eau, donc tout doit pousser facilement. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui poussent et qui poussent très facilement, mais il y a aussi énormément de ravageurs, et les plantes potagères ont la particularité d'être quand même fragiles, d'avoir été sélectionnées pour être comestibles et pour être cultivables, et pas forcément pour être résistantes à toutes les maladies autour. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de pertes là-dessus, donc ça c'est un aspect très compliqué à prendre en compte. Si vous n'y connaissez rien en maraîchage en Afrique, attendez-vous à avoir des surprises.
Alors, après le climat, le deuxième point qui me paraissait important, c'était de parler du matériel et de sa disponibilité et de son coût. Tout simplement parce que on est dans des zones où la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas trouver parce qu'il n'y a pas de demande. Et là, je pense principalement à tout ce qui va être pompe de bassin, bulleur, toutes ces choses-là. Voilà, les gens n'achètent pas ça ici parce que il n'y a pas de développement. Nous, on peut acheter ça en France pour l'aquaponie parce qu'il y a eu un développement des loisirs sur les bassins pour koi ou les aquariums ou les choses comme ça. Ici, c'est vraiment très faible, donc il y a quelques personnes qui vont importer ça, qui vont vendre ça à des prix exorbitants parce que ils en vendent très peu, donc à une population généralement assez aisée, donc voilà, ils vont miser là-dessus, et c'est assez difficile de trouver des petites pompes immergées pour bassin ou des choses comme ça. Il va falloir les faire venir généralement d'Europe ou d'ailleurs en tout cas. En revanche, pour tout ce qui est cuve, parce que là on va parler de petits systèmes faits maison, mais pour tout ce qui est cuve, par exemple les cuves IBC, ça on en trouve beaucoup, beaucoup d'occasions. Les cuves aussi en général de stockage d'eau. En fait, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'il y a souvent des coupures d'eau dans les capitales. Donc les gens ont l'habitude d'avoir des réserves d'eau dans leur maison, c'est-à-dire l'eau de la ville arrive et est stockée dans une cuve et sert de réserve pour se laver, pour l'usage quotidien de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose de très répandu qu'on trouve beaucoup à des prix plus ou moins élevés. Il y a un peu de production locale dans certains pays, mais c'est pareil, c'est pas énorme. C'est beaucoup d'occasions qui viennent d'Europe ou d'Asie ou d'autres pays où elles sont produites. Et on a des prix à peu près corrects là-dessus. Mais bon, pour les prix, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a un facteur qui est déterminant, c'est qu'effectivement, nous, ce qui peut paraître quelque chose de pas extrêmement cher pour un Européen, un Occidental, je vais prendre un Français par exemple, parce que, je sais pas, on a un SMIC, on va dire, qui est dans les 1000-1200 euros, et quand vous faites ça et que vous achetez une petite pompe d'aquarium ou de bassin à 50 ou 100 euros, ça va représenter moins d'un dixième de votre salaire par mois, par exemple. En Afrique, le salaire moyen, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Je n'offenserai personne en disant que ça fait partie des zones les plus pauvres du monde. Et l'Afrique de l'Ouest a vraiment des coins où malheureusement les taux de pauvreté sont très importants et où une grande majorité de gens vont gagner moins de 100 dollars par mois. Donc imaginez-vous, pour s'offrir une pompe ou des choses comme ça va être compliqué. Donc ça va quand même être un peu réservé à des gens qui ont un peu plus de moyens parce que malgré tout, le coût d'un système, même si on se débrouille, même si on récupère beaucoup, il va falloir quand même débourser plusieurs centaines d'euros pour arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, dans le matériel et les coûts, je vais aussi mettre quelque chose, c'est une des charges très importantes en aquaponie qu'on néglige souvent au début, c'est la nourriture. Alors, la nourriture, c'est pareil, en Afrique, on n'en trouve pas forcément partout. Il y a des productions qui se font un petit peu, principalement au Nigeria et au Ghana. Moi, en tout cas, c'est de là que proviennent ceux que j'achète généralement. Et parfois, il y a des ruptures de stock. Donc il faut vraiment faire attention et c'est pareil, c'est pas toujours, donc pas toujours très facile et disponible et souvent des ruptures de stock. On verra après comment pallier à ce problème-là. Et le troisième et dernier gros gros point, et pas des moindres en Afrique, un énorme problème, c'est l'énergie. Alors l'énergie, là je vais vous parler d'électricité. Si vous n'y avez jamais vécu, peut-être que vous ou si vous n'y avez jamais été, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vraiment, le fait d'avoir un réseau qui marche en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune coupure, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on a chez nous, hein. Ici, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Même si vous êtes dans une grande ville, vous allez avoir de l'électricité souvent pas en continu. Il y a énormément de coupures, des coupures qui sont prévues, qu'on appelle délestage, et beaucoup, beaucoup de coupures qui sont complètement imprévues pour trois raisons principales. La première, c'est tout simplement que la quantité d'électricité produite n'est pas suffisante pour la demande qu'il y a, donc pour la population qui est en général. Et vous savez qu'un réseau électrique, ça doit être stable entre l'offre et la demande, sinon ça crache. Donc ils sont régulièrement obligés de délester des quartiers entiers pour éviter que tout le système ne crache. Donc ça, c'est la première chose. La production est largement trop faible, généralement, par rapport aux populations. Le deuxième point, c'est le réseau électrique. Il est souvent mal entretenu, en mauvais état, pour tout un tas de raisons aussi, ce qui fait qu'il y a des pannes qui peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, de temps en temps, simplement parce que un câble est sectionné, un transfo ne marche plus, voilà. Et le temps d'intervention est très long, trouver le matériel, etc. Donc parfois, on a des coupures dues au matériel. Et enfin, le troisième problème, c'est souvent à l'intérieur même des maisons.
C'est-à-dire que même si vous avez de l'électricité qui arrive dans votre maison, même si vous avez un groupe électrogène pour baquer le fait qu'il y ait des coupures de courant, même si vous avez un système solaire pour baquer le fait qu'il y ait des coupures de courant, si tout ça est branché à votre réseau interne, ce qui se passe généralement, c'est que il va y avoir des problèmes en interne. C'est-à-dire il y a souvent des problèmes de phase, des problèmes de disjoncteurs, qui font qu'une partie de la maison va être dans le noir et pas l'autre. Bref, ça c'est dû à deux choses à mon avis, mais je commence à malheureusement à avoir une petite expérience là-dessus. C'est un, que le matériel, encore une fois, utilisé est souvent de mauvaise qualité, parce que la grande majorité de ce qu'on trouve en matériel électrique ici, c'est du matériel de bas de qualité importé de Chine pour des raisons de coût principalement. Et le deuxième problème va venir des gens qui installent. Malheureusement, les niveaux de formation sont souvent très très mauvais, et il y a énormément de bricolage et de bidouillage, ce qui donne des résultats pas très bons et beaucoup de problèmes et de pannes dus à ça aussi. Voilà, donc le but ici n'est pas d'accabler, de dire regardez comme ils sont mauvais, ils savent pas faire, c'est pas ça du tout. Il y a un million de raisons de contexte qui expliquent pourquoi cette situation, c'est juste un fait. Aujourd'hui en Afrique, avoir de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, c'est quasiment impossible, même avec des moyens, même si vous avez un groupe électrogène, même si vous avez des systèmes solaires, etc., etc. Il y aura malheureusement toujours des coupures de quelques heures, quelques minutes, voire quelques jours parfois. Donc c'est vraiment quelque chose à intégrer, de compliqué. Et en aquaponie, malheureusement, sur le système aquaponie classique, on a besoin d'électricité en permanence, parce que si on perd cette électricité, eh ben nos pompes arrêtent de tourner, et dans un système aquaponique classique, vous allez perdre vos poissons très rapidement, surtout qu'on est dans des climats tropicaux où il fait assez chaud, donc tout risque de mourir assez vite si vous avez des pannes électriques. Donc il va falloir pallier absolument à ce problème. Alors, quelles sont les solutions? Eh ben, les solutions, il n'y en a pas un milliard, hein, mais pour le climat déjà, bon, j'en ai aucune, hein, le climat est le climat que vous avez, donc on est obligé de faire avec, mais bon, ça, à la limite, c'est pas le plus dérangeant. Voilà. Pour toute la partie culture, c'est effectivement compliqué, hein. Après, il y a des tas de façons de traiter biologiquement, de l'huile de Nîmes, bref, des tas de solutions qui marchent assez bien. Si vous utilisez les bons poissons, vous n'aurez pas de problème, sachant que je vous conseille fortement d'utiliser les poissons chats, les clarias, parce qu'ils sont vraiment très résistants. Ils ont en fait un système de branchies qui va leur permettre de respirer même à l'air libre. Ce qui fait qu'il faut vraiment charger pour tuer un poisson-chat, quoi. Plus qu'un tilapia, je trouve. Alors après, attention, quand ils ont plus assez d'oxygène, ils ont une tendance à sauter en dehors de l'eau, et on peut en retrouver régulièrement morts à côté du bassin le lendemain ou le surlendemain. Et en revanche, c'est des poissons qui sont aussi excellents, qui ont très mauvaise réputation chez nous en Europe, mais qui sont très consommés en Afrique. Alors pas par tout le monde, bon ça il faut connaître vos marchés aussi, mais généralement, si vous êtes du coin, vous savez qui mange du poisson-chat et qui n'en mange pas. Je sais que c'est des poissons qui sont non consommés dans certaines ethnies et consommés dans d'autres. Mais en tout cas, voilà, poisson excellent, souvent consommé fumé, qui marche très bien. Donc si vous voulez soit faire du business avec, soit le consommer pour vous, je pense que le poisson-chat est un très bon choix. En revanche, il est très dur à reproduire, c'est un des principaux problèmes, donc il faudra réinvestir dans des alevins à chaque fois. Ça, c'est une donne à garder en tête, alors que le tilapia se reproduit très facilement, donc vous pourrez vous-même faire la reproduction du tilapia. Pour le matériel, moi ce que je conseille, c'est d'utiliser tout simplement des cuves de stockage d'eau d'occasion. Vous allez trouver les moins chères possibles, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très cher. La cuve IBC, c'est très bien pour démarrer. Vous découpez le haut, il y a plein de tutos sur internet, vous retournez le bac de culture sur le haut, et en dessous le bac qui sert pour mettre les poissons. Avec ça, vous pouvez déjà lancer une première petite production et vous essayer. Donc c'est vraiment très efficace. J'ai vu quelqu'un, et j'ai discuté un peu avec lui par message, qui utilisait aussi des bidons jaunes pour faire des bacs de culture de plantes. Mais je trouve que le problème, c'est que ça rajoute quand même beaucoup de tuyaux, beaucoup de risques de fuite. Moi, je suis pas fan. Après, voilà, le bidon jaune, il est vraiment très peu cher. Je pense que ça peut être mis en complément, effectivement, des bacs de culture qui sont posés avec le haut de la cuve UBC. Pour les médias, ça, je pense, les billes d'argile, il faut complètement oublier. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on trouve facilement en Europe. C'est déjà cher en Europe, je trouve. Mais alors ici, vous allez en trouver dans quelques magasins qui font de l'export, mais ça va être hors de prix. Donc laissez tomber. Si vous voulez vraiment un système aquaponique classique, prenez du gravier. Il y en a pas mal. Assurez-vous que c'est du gravier non calcaire. Vous le mettez dans du vinaigre. Si ça fait pas de bulles, normalement, c'est que c'est bon. Vous pouvez l'utiliser. Le mieux est encore d'utiliser, je pense, du sable et de faire des systèmes sabloponiques.
pour plusieurs raisons. Parce que si vous utilisez un système sabloponique, déjà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pompe qui tourne en permanence. Et ça, on y reviendra sur le côté énergie juste après. Mais ça limite grandement en gros les problèmes électriques. Ensuite, le sable, c'est facile à trouver. Alors faites attention au sable que vous prenez. Il faut quand même une granulométrie un peu intéressante. Il faut un type de sable aussi qui ne réagisse pas. Donc c'est pareil, vous le mettez dans du vinaigre, vous regardez si ça ne fait pas de bulle avant de l'utiliser. Mais on trouve assez facilement du sable à des prix corrects. Donc je pense que le système de sabloponie est sûrement le système le plus adapté dans un contexte où il y a des problèmes d'électricité. Ça vous imposera d'avoir une densité de poisson un peu plus faible, c'est sûr, mais bon, c'est pareil. Je conseille d'avoir des densités de poisson assez faibles quand on peut avoir potentiellement régulièrement des problèmes d'électricité, parce que si vous avez des fortes densités de population et une coupure de courant à une période où il fait chaud, vous allez perdre absolument tous vos poissons. Et pour revenir à la sabloponie, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu d'acheter une grosse pompe de bassin qui va cracher des milliers de litres heure pour entretenir votre système aquaponique, vous pouvez prendre des pompes beaucoup plus petites que vous trouverez en plus chez vous et qui vont se brancher sur du 12 volts par exemple, et qui vont certes avoir des débits moins importants, mais à la limite en sabloponie, vous n'avez pas forcément besoin d'un débit énorme parce que vous avez des ruptures, c'est-à-dire que la pompe ne tourne pas en permanence, mais il y a un timer qui est branché dessus et qui va la déclencher pour 1 heure par exemple, le temps d'inonder toute votre bac de sabloponie et que l'eau retourne au bassin doucement après. Donc même avec une petite pompe 12 volts qui n'a pas un débit énorme, vous n'aurez aucun problème et ça vous permettra de faire tourner votre bac de sabloponie. L'avantage c'est que ça va vous coûter moins cher en matériel, la pompe coûte moins cher, ça va vous être moins problématique pour l'électricité parce que vous n'aurez besoin d'électricité que quelques heures par jour, donc c'est potentiellement, vous pouvez le brancher sur des batteries qui sont elles-mêmes chargées sur le secteur et en utilisant un système comme ça, vous avez un système qui est assez sûr en électricité, même s'il y a des coupures. C'est-à-dire que vous branchez quelque chose qui va convertir le courant pour charger votre batterie, et sur votre batterie, vous branchez votre pompe. Et en fait, le fait de faire ça, bah, ça vous enlève des tas d'inconvénients. Parce que les grosses pompes de bassin, déjà, elles n'aiment pas être allumées, coupées tout le temps. Ça les flingue, c'est pas fait pour. Alors que ces petites pompes, elles sont faites pour ça. Euh, Ensuite, ces pompes, les pompes de bassin, je veux dire, elles ne supportent pas bien les grosses tensions et les surtensions pardon et les sous-tensions. Ce qui fait que et ça c'est encore une des choses qui arrive très régulièrement en Afrique, malheureusement sur les réseaux, c'est surtension, sous-tension, surtension, sous-tension, et ça flingue le matériel. Si vous passez par un variateur qui va charger votre batterie et que votre pompe est branchée sur votre batterie, vous n'aurez pas non plus ces problèmes-là de pompes qui sont cramées sur des pompes en plus beaucoup moins chères, je le répète. Donc, pour résumer, je vous conseillerais juste de démarrer par des petits systèmes aquaponiques avec des cuves IBC en hors sol. Pour des questions de coût, c'est quand même le moins cher. Ensuite, de faire plutôt de la sabloponie, parce que c'est pareil, pour des questions de coût en matériel, en pompe, etc., vous aurez moins de frais, peut-être un peu en plus à cause des batteries, etc. Mais vous aurez un système plus sûr grâce à un système de batterie, et de toute façon, même si vous mettez un système aquaponique classique avec une vraie pompe de bassin, il va falloir avoir une solution de secours absolument pour l'électricité. Et ça va vite demander des gros investissements, que ce soit un groupe électrogène ou que ce soit des systèmes de panneaux solaires avec des batteries. De toute façon, ça sera toujours plus important que d'avoir un petit système avec une petite pompe 12 volts en sabloponie, je pense. Vérifiez bien les densités de poissons que vous avez et surtout ne surdimensionnez pas les populations par rapport à vos systèmes, voire sous-dimensionnez-les dans un contexte où effectivement il peut y avoir des pannes de courant, donc des problèmes si vous ne voulez pas voir mourir tous vos poissons. Et enfin, j'en parlais un peu plus haut, pour la nourriture, ce que vous pouvez faire, ça demande un petit investissement, mais vraiment, moi j'ai souvent des problèmes d'approvisionnement ici, parfois le magasin en a, parfois pas du tout parce que tout le monde est passé. Donc moi ce que je fais, c'est que généralement j'achète un stock pour tout le cycle de production de mes tilapias. Je sais que entre les alevins et le moment où je les récolte, il va se passer à peu près 6 mois. Donc je vais calculer ce qu'il me faut pour 6 mois de nourriture. Le calcul n'est pas très compliqué à faire. En gros, un poisson, ça mange 2% de son poids en ration par jour. Donc vous calculez ça avec des poids moyens intermédiaires entre 0 et 6 mois et vous calculez la quantité de nourriture dont vous allez avoir besoin en fonction du nombre de poissons que vous avez mis dans votre système. Et vous achetez l'intégralité
de cette nourriture. Vous la stockez bien parce que c'est pareil, si vous êtes dans un climat très humide, même les granulés secs, ça peut moisir, ça peut pourrir, il y a des insectes qui vont aller vous les bouffer. Donc moi je les mets dans des, vous savez, il y a des espèces de petits containers bleus dont vous pouvez sceller le couvercle en haut qui est noir, et ça marche très bien. Ça évite de se faire flinguer, de se faire bouffer toute sa nourriture. Donc je vous conseille de bien les stocker comme ça. Voilà pour aujourd'hui, j'espère avoir répondu à cette et à ces différentes questions. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur le sujet, je pourrais approfondir. Si vous voulez aussi vous inscrire à mon canal Telegram, on peut en discuter facilement là-dessus avec plusieurs autres personnes, donc c'est sympa parce que c'est une discussion partagée que tout le monde peut voir. Et j'ai également une newsletter, vous pouvez vous y inscrire dans tout ça et dans les liens en description. C'est à vous.